Il ne comprit pas tout de suite pourquoi le silence tomba. Un silence coupant, anormal, celui qui précède soit une catastrophe, soit une révélation. Daniel Brooks venait simplement d'entrer dans le gymnase, manteau sous le bras, bottes encore humides, prêt à se fondre dans la foule comme il l'avait fait toute sa vie. Mais cette fois, quelque chose se fissura dans l'air. Les décorations de fin d'année vibraient doucement sous les courants d'air. Ballons bleu-blanc-rouge, banderoles trop grandes pour la salle, table remplie de gobelets en plastique. L'odeur de cire fraîche se mêlait à celle du café mal réchauffé. Les parents se saluaient, les élèves gloussaient, les professeurs vérifiaient leur discours pour la 4e fois. Tout avait ce charme maladroit des lycées de province. Daniel, lui, avançait avec la conscience aiguë qu'il n'était pas censé attirer l'attention. C'était sa règle, sa façon de survivre. Daniel, appela la principale en levant une main trop polie pour être naturelle. Il eut un léger sursaut. Elle ne l'appelait jamais comme ça. Aujourd'hui, c'était Monsieur Brooks. Parce qu'aujourd'hui, il n'était pas le concierge. Il était le père de 2 élèves brillantes, 2 jumelles au sourire éclatant, qui recevaient leur diplôme. Alors, il avait mis sa chemise blanche, celle qu'il gardait au fond d'un carton, et sa vieille cravate bleue qui refusait de rester droite. Il s'assit tout au bout d'une rangée, bien décidé à rester discret. De là, il voyait parfaitement Émilie et Anna. 2 paires d'épaules identiques, 2 coiffures impeccables, 2 manières de se retourner pour vérifier si leur père était là. Elle ne l'avait pas encore repéré. Tant mieux, il préférait les regarder sans qu'elle voie son visage trembler. Sur scène, une invitée d'honneur terminait d'ajuster son uniforme, une capitaine des US Marines, Elena Moore. Droite comme un sabre, regard tranchant, décoration parfaitement alignée. Une femme qui avait dû mordre chaque centimètre de légitimité pour porter cet uniforme. Rien qu'à la voir, Daniel sentit une tension sourde, un vieux réflexe, identifier les galons, les distances, les angles morts. Ça ne le quittait jamais vraiment. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui l'immense privilège, annonçait la principale. La capitaine Moore hocha la tête avec un professionnalisme impeccable, mais quand son regard glissa sur la salle, il n'avait rien d'un geste protocolaire. C'était un balayage méthodique, presque militaire. La salle entière devint une carte à analyser. Daniel détourna vite les yeux. Il n'aimait pas attirer l'attention de ceux qui savaient voir. Il posa machinalement sa main sur son visage pour essuyer une goutte de sueur. Sa manche glissa à peine, mais assez. Une seconde, une fraction de seconde, la peau pâle de son poignet exposa l'encre noire qu'il cachait depuis des années. Un signe stylisé, minuscule, que presque personne sur Terre ne pouvait reconnaître. Presque. La capitaine Moore se figea, son souffle s'arrêta, sa main trembla imperceptiblement, juste assez pour que le dossier qu'elle tenait glisse de ses doigts et tombe sur scène dans un froissement sec. La salle se tourna vers elle. Daniel sentit un pic de panique lui remonter dans la gorge. Moore plissa les yeux, chercha dans la foule, puis son regard se fixa sur lui comme un viseur verrouillé. Elle ne regardait plus un concierge. Elle regardait un souvenir, un fantôme, une anomalie vivante. Daniel ramena sa manche d'un geste brusque. Trop tard. La capitaine fit un pas vers l'avant, son visage se vidant de tout masque militaire. « Monsieur » murmura-t-elle, trop bas pour que la sono l'amplifie. Puis plus distinctement, comme un souffle arraché à quelqu'un qui vient de comprendre l'impossible, « Est-ce que c'est votre insigne ?» Il sentit la sueur dans son dos se glacer d'un coup. Autour d'eux, les murmures s'allumèrent comme des braises. « De quoi ? Pourquoi elle parle au concierge ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle le connaît ?» Les élèves se retournaient, perplexes. Les parents fronçaient les sourcils. On venait de toucher au protocole, et le protocole, dans ce genre de cérémonie, était sacré. La principale tenta de reprendre la maîtrise de la situation avec un rire nerveux. « Capitaine Moore, tout va bien ?» Mais Moore n'écoutait déjà plus. Elle fixait Daniel avec la même intensité qu'on réserve à l'apparition d'un mort-vivant. Pas de colère, pas d'émotion flagrante, plutôt l'effondrement silencieux de quelqu'un qui vient de recroiser un fragment d'une histoire qu'elle avait enterrée avec soin. Elle ouvrit la bouche, mais se ravisa. Ramassa lentement son dossier, les mains encore légèrement tremblantes. Le public, gêné, tenta de reprendre son souffle collectif. Une musique mal réglée se lança trop tôt, puis fut coupée dans la seconde.
Daniel resta immobile, la main posée sur son poignet, comme pour retenir la vie elle-même de sortir par cette cicatrice d'encre. Il sentait son cœur cogner plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Les odeurs de cire et de café se brouillaient, la capitaine reprit sa place, mais jetait encore des regards rapides, furtifs, incapables de se convaincre qu'elle n'avait pas halluciné. Daniel, lui, comprit seulement une chose. Quelqu'un, pour la première fois depuis très longtemps, venait de voir au-delà de la chemise blanche et des bottes usées. Et rien ne serait plus comme avant. Personne dans le gymnase ne comprenait encore ce qui s'était fissuré quelques minutes plus tôt. La principale avait repris la parole, la musique roulait maladroitement sous les applaudissements, et les élèves, déjà impatients, attendaient là qu'on prononce leur nom. Le rythme de la cérémonie semblait revenir à la normale, mais Daniel, assis au fond, sentait encore la brûlure de ce regard, celui de la capitaine Moore. Le regard d'une femme qui avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû revoir. Il inspira lentement, comme il le faisait autrefois, quand il lui fallait calmer son cœur sous un casque, dans la poussière. Sauf qu'ici, il n'y avait ni désert, ni hélico, ni balles perdues. Seulement un lycée français, des guirlandes de papier et un public qui pensait assister à un simple événement scolaire. Il serra les mains. Le reste du monde pouvait revenir à ses conversations. Lui, non. Depuis 18 ans, il avait fait en sorte de devenir insignifiant, transparent, un homme que personne ne regarde plus de 2 secondes. Il avait appris à effacer chaque trace de ce qu'il avait été, à transformer ses souvenirs en silence. Mais aujourd'hui, ce silence venait de se fissurer. Ce n'était pas la première fois qu'il devait recommencer à zéro. Quand sa femme était morte, il s'en souvenait comme si c'était arrivé la veille. Il n'avait pas eu le temps de s'effondrer. L'hôpital avait senti la faim avant lui. 6 heures après la naissance des jumelles, elle glissait déjà entre des draps trop blancs, les lèvres bleues, la lumière crue révélant l'injustice d'une hémorragie qu'il n'avait pas su arrêter. Tout avait été trop rapide, beaucoup trop rapide pour comprendre. On lui avait mis les 2 bébés dans les bras, minuscules, rouges, comme 2 étincelles encore humides. 2 vies, une mort. Et lui, planté entre les 3, sans savoir comment respirer. Les semaines suivantes, il n'avait dormi qu'en fractions, entre 2 biberons, entre 2 crises de larmes, entre 2 papiers administratifs à remplir. Les jumelles vivaient sur sa poitrine, contre son torse, comme si elles savaient que le seul endroit sûr au monde, c'était lui. Il aurait pu rester aux États-Unis. Il aurait pu continuer dans l'unité. Mais il avait déjà trop de sang sur les bottes, trop de secrets cousus sous la peau, trop de fantômes dont il ne voulait pas qu'il hante ses filles. Alors il avait disparu. Disparu comme seuls les gens qui ont appris à être invisibles savent le faire. Un aller simple pour la France. Une petite ville au hasard sur une carte. Un appartement au 4e étage d'un immeuble gris avec un ascenseur qui tombait en panne un jour sur 2. Un poste de concierge dans un lycée trouvé presque par accident. On ne lui avait pas demandé son histoire. Il n'avait rien raconté. C'était parfait. Au début, il faisait les nuits, les poubelles, les sols, les réparations à l'aube, les lampes qui grésillaient, les fenêtres qui claquaient. Il rentrait chez lui quand les jumelles se réveillaient, préparait le petit déjeuner, vérifiait les devoirs, puis dormait 3 heures avant de recommencer. Personne ne savait qu'il avançait en équilibre sur un fil tendu par l'épuisement. Personne ne savait qu'il avait peur, tous les jours, d'être un mauvais père. Le temps avait passé. Émilie et Anna avaient grandi, leurs cheveux toujours emmêlés le matin, leurs rires rebondissant dans les cages d'escalier. Elles couraient dans le couloir du lycée. Quand il travaillait, lui déposait des dessins dans son casier, l'attendaient parfois derrière la grille. Elles ignoraient tout de ce qu'il avait laissé derrière lui. Et c'était mieux ainsi. Pourtant, malgré les années, Daniel n'avait jamais réussi à se débarrasser de certains réflexes. Toujours choisir une table près d'une sortie. Toujours garder une manche longue, même en été. Toujours étouffer les cauchemars avant qu'ils ne le réveillent en hurlant. Et ce matin, ce vieux monde oublié était revenu d'un seul regard. Sur scène, la capitaine Moore lisait maintenant une page de son discours. Sa voix était contrôlée, claire, trop parfaite pour être naturelle. Pourtant, Daniel voyait la tension dans sa posture. Elle jetait des regards furtifs vers l'audience, comme si elle cherchait à nouveau à vérifier quelque chose. Et je tiens à saluer la détermination exceptionnelle de cette promotion, disait-elle en tournant une page. Les élèves applaudirent, émus de se sentir exceptionnels.
Les parents sortirent leur téléphone. La principale reprit son sourire professionnel, mais Daniel entendait autre chose dans la voix de l'officier. Une hésitation, un tremblement masqué, la précision de quelqu'un qui mesure ses mots non par protocole, mais par nécessité. Elle n'était pas seulement troublée, elle était en alerte, et c'était de sa faute. Il sentit le regard de quelques parents sur lui, pas parce qu'il savait, mais parce que la capitaine avait, l'espace d'un instant, rompu le scénario. Et quand une figure d'autorité regarde quelqu'un avec insistance, les autres suivent sans comprendre pourquoi. Daniel baissa la tête, comme s'il pouvait se rétrécir dans sa chaise. « Papa ?» Il sursauta. Émilie venait de se tourner vers lui depuis la 4e rangée. Elle avait dû sentir que quelque chose clochait. Son visage, d'habitude si sûr de lui, affichait une petite inquiétude qu'elle tentait de masquer derrière un sourire. Il lui fit un signe de la main. Un « tout va bien », muet. Un mensonge nécessaire. La capitaine termina enfin son discours. Les applaudissements fusèrent, mais elle n'y prit pas part. Elle se pencha vers la principale, lui dit quelques mots que personne n'entendit, puis balaya la salle d'un ultime regard. Un regard qui se planta, encore une fois, sur lui. Daniel sentit quelque chose se briser dans son ventre. La cérémonie pouvait continuer, le monde pouvait faire semblant. Mais il savait désormais que tout ce qu'il avait construit, son anonymat, sa routine, sa paix fragile, venait de trembler. Et peut-être que, cette fois, ça ne tiendrait pas. La capitaine Moore n'entendait plus vraiment les applaudissements qui s'éteignaient autour d'elle. À mesure qu'elle quittait le pupitre, son esprit glissait ailleurs, très loin de ce lycée décoré de ballons et de rubans. Chaque pas la ramenait vers un souvenir qu'elle avait passé des années à enterrer sous des couches de discipline, de promotion et de silence forcé. Elle n'était pas née pour qu'on lui tende un uniforme. Elle avait dû le mériter, le protéger, le défendre, parfois même le reconquérir face à ceux qui pensaient qu'une femme dans le corps des Marines était forcément une erreur d'aiguillage. Elle se revit, 20 ans plus tôt, devant la grille de Paris Island. Un soleil écrasant, une chaleur suffocante, l'odeur de la sueur et du métal chauffé. Les recrues descendaient du bus au pas de course, et elle faisait de même si sa gorge brûlait de peur. La première voix qu'elle avait entendue n'avait pas été celle d'un instructeur, celle d'un autre candidat, derrière elle. « Tu t'es trompée, sweetheart. L'école pour infirmière est plus loin. » Elle n'avait rien répondu, pas parce que ça ne l'atteignait pas, parce que si elle ouvrait la bouche, elle aurait montré la faille, et dans cet endroit, la moindre fissure pouvait devenir une fracture. Les premières semaines avaient été un mur, une course d'obstacles permanente où certains hésitaient entre l'ignorer ou la pousser pour voir si elle tomberait. Les instructeurs, eux, ne lui faisaient aucun cadeau, ce qui était une forme de respect, mais aussi une manière de tester jusqu'à où pouvait aller sa résistance. Moore n'était pas la plus rapide, ni la plus forte, mais elle était celle qui ne lâchait rien. Rien. Quand ses bras tremblaient sous la barre de traction, elle imaginait tous ceux qui attendaient qu'elle échoue. Quand ses jambes s'écroulaient sur une marche forcée, elle s'obligeait à se relever uniquement pour prouver qu'elle n'était pas une erreur dans les chiffres. À la fin de son entraînement, on lui avait dit, dans un murmure presque respectueux, qu'elle avait accompli en 6 mois ce que d'autres ne finissaient jamais. Mais ça n'avait pas suffi. Pas encore. Puis étaient venues les affectations, déplacements constants, exercices interminables, regards en coin de collègues qui lui demandaient « Pourquoi tu t'infliges ça ? Tu veux prouver quoi ? » C'est une unité de combat, pas une vitrine politique. Elle encaissait, toujours, uniquement parce qu'elle refusait d'abandonner une place qu'elle avait gagnée au prix de son sommeil, de ses os et de sa fierté. Ses supérieurs l'estimaient, mais d'un respect fragile, celui qui s'effrite au moindre faux pas. Un jour, on lui avait confié une mission d'instruction sur le terrain, une simple opération, loin de tout conflit direct. On l'avait envoyée parce qu'on manquait d'officiers disponibles, et parce qu'on estimait que même elle pouvait s'en charger. Ce jour-là, les communications avaient sauté, le vent portait du sable, et l'équipe qu'elle devait encadrer avait été prise en embuscade. 8 soldats, 2 camions immobilisés, une retraite impossible. Elle avait donné des ordres clairs, précis. On l'avait ignorée au début. Un des sergents, un vieux briscard, avait hurlé « Pas question que je laisse une gamine en jupe décider pour moi ». 3 minutes plus tard, il était à terre, la gorge brûlée par la poussière et un morceau de métal enfoncé dans l'épaule. Moore l'avait traîné derrière un muret de pierre,
centimètre par centimètre, ses mains glissant sur son sang. C'est à ce moment-là qu'il était arrivé. Ghost Seven, un nom qu'elle n'avait entendu qu'une fois dans sa carrière, murmuré par un opérateur qui parlait de lui comme d'un mythe. Un homme masqué par un foulard, le visage couvert de poussière, les yeux d'un calme presque inhumain. Un fusil précis, une voix claire, sans hésitation. Quelqu'un qui connaissait chaque angle du terrain. Elle n'avait jamais su d'où il venait, pas à quelle unité il appartenait, pas pourquoi il s'était trouvé là au moment exact où ils allaient être anéantis. Il avait coordonné leur extraction en quelques minutes, abattu 3 tireurs embusqués, forcé un passage là où il n'y en avait pas. Ensuite, il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Plus tard, l'armée avait nié toute implication. L'opération avait été classée, les blessés avaient signé des décharges. Et elle, fraîchement promue, avait compris que certaines vérités n'étaient pas faites pour être répétées. Mais elle n'avait jamais oublié ce regard. Il n'y avait pas de mythe dans ses yeux, juste l'épuisement d'un homme qui avait trop survécu. Alors aujourd'hui, lorsqu'elle avait aperçu ce tatouage minuscule sur le poignet du concierge, ces 2 traits inclinés, cette marque que seuls quelques opérateurs portaient, une vague glacée l'avait traversée. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un hasard. Elle venait de retrouver un fantôme. Elle s'appuya brièvement contre une table en coulisses, le cœur battant trop haut dans sa poitrine. La principale passa près d'elle, ravie, inconsciente, parlant déjà du cocktail après la cérémonie. Moore hochait la tête mécaniquement. Elle n'écoutait rien. Son regard cherchait encore la silhouette de Daniel Brooks, un concierge, ici, dans une petite ville de France, un homme qui avait disparu des radars, un homme que certains croyaient mort, et surtout, un homme qui avait refusé un jour de laisser mourir l'un de ses soldats. Elle inspira profondément, tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais elle n'arrivait pas à se défaire de cette certitude brute. Ce n'était pas un hasard qu'elle soit ici. Ce n'était pas un hasard qu'il soit là. Et quoi qu'il tente de cacher, elle le confronterait. Aujourd'hui, avant que le reste du monde ne remarque ce qu'elle avait vu la première. Les premières notes d'un morceau trop solennel résonnèrent dans le gymnase. La principale annonça l'ouverture officielle de la remise des diplômes et l'attention générale se tourna vers les rangées d'élèves en toge noire. On n'entendait plus que le froissement des tissus et les chuchotements excités. Émilie, la première des jumelles, serra sa toque entre ses doigts. Elle jetait de brefs regards en arrière vers son père, comme si quelque chose en elle refusait de croire que tout était normal. Daniel lui rendait un signe rassurant, mais il sentait déjà que son masque avait une fissure. Anna, elle, paraissait plus concentrée. Elle comptait sur ses doigts, répétait mentalement le petit discours qu'elle devait prononcer quand on appellerait son nom. Une élève studieuse, exigeante, qui voulait toujours faire les choses bien. Mais ce que ni l'une ni l'autre n'avouaient à voix haute, sauf entre elles, c'est que Anna rêvait d'une seule chose, entrer un jour dans le corps des Marines. Elle n'en parlait pas à son père, pas encore. Elle savait que le sujet était sensible, même si elle n'en comprenait pas entièrement la raison. Et les professeurs, les professeurs. Les Marines, vraiment ? Gloussa l'un d'eux quelques jours plus tôt. Tu veux dire, comme hobby ? Demanda une autre prof avec cette politesse sournoise qui pique. Tu es brillante, Anna, tu pourrais viser médecine, ingénierie, mais l'armée, ce n'est pas très réaliste. Tu sais, l'armée américaine, ils ne sont pas toujours tendres avec les femmes. Elle encaissait, essayait de rire, rougissait parfois. Daniel avait surpris un de ces échanges dans le couloir. Il n'avait rien dit, faute de trouver des mots qui ne blesseraient pas. Mais il avait senti quelque chose se serrer si fort dans sa poitrine qu'il avait dû détourner le regard. Aujourd'hui, ses voix revenaient comme des échos. Anna, assise parmi ses camarades, jouait avec la couture de sa manche pour chasser la nervosité, mais son esprit dérivait. Elle avait vu l'uniforme de la capitaine Moore. Elle admirait cette femme déjà à distance, sans même connaître son nom. Une femme forte, légitime, respectée. Une preuve vivante que ses rêves n'étaient pas ridicules. Elle ne savait pas, bien sûr, que cette même femme traversait la salle du regard à la recherche d'un fantôme. « Nous allons commencer par les mentions d'excellence », annonça la principale. Un élève se leva, puis un autre. Les applaudissements suivaient, réguliers, presque mécaniques. Les familles faisaient des photos, les élèves souriaient comme sur des affiches. Daniel, lui, ne voyait pas les diplômes.
Il voyait la capitaine Moore assise sur le côté de la scène, feuilletant nerveusement un programme pour la 3e fois. Chaque minute, son regard se posait brièvement sur lui. Pas un regard d'autorité, pas celui d'une invitée honorée, non. Celui de quelqu'un qui calcule, qui relie des points, qui n'a pas oublié. La salle continuait de vibrer d'excitation, mais dans la tête de Daniel, tout se resserrait. Les voix devenaient lointaines, comme étouffées sous l'eau. Il pensa aux nuits blanches, à ses mains tremblantes quand il berçait les jumelles, aux années passées à éviter les journaux, les postes, les questions, aux cicatrices qu'il ne devait jamais expliquer. Et maintenant, tout cela tenait à un fil aussi fragile qu'un regard croisé au mauvais moment. Emily Brooks. Le nom claqua dans le haut-parleur, clair, fier. Les applaudissements éclatèrent. Emily sursauta, puis se leva d'un bond, les yeux brillants. Elle monta les marches de la scène avec une nervosité joyeuse. Sa démarche avait cette hésitation adorable de quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas courir, mais qui ne parvient pas à masquer son excitation. Daniel sentit sa gorge se serrer. Sa fille, sa petite fille devenue grande, il la regardait avancer, droite comme un fil, sourire aux lèvres, serrant le diplôme avec une émotion pure. La capitaine Moore, à côté du pupitre, força un sourire pour la photo. Mais au moment même où Emily tournait la tête pour remercier les invités, Moore fixait une autre direction. Elle fixait Daniel, comme si elle cherchait son visage dans celui de sa fille. Emily rejoignit sa place, radieuse. Anna lui attrapa la main, émue malgré elle. Puis la voix de la principale résonna à nouveau. « Hannah Brooks !» Les élèves applaudirent encore plus fort. Les jumelles Brooks étaient populaires, généreuses, toujours prêtes à aider. On aimait les voir réussir. Anna monta sur scène à son tour, mais moins assurée, ses mains tremblaient. Elle jetait un œil à la capitaine Moore, qui lui rendit un hochement de tête poli. Anna sentit un frisson. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'admiration, un rêve qui se rapprochait d'une réalité. Elle ferma brièvement les yeux pendant la photo, comme pour s'imaginer, un jour, dans cet uniforme. La capitaine Moore baissa légèrement la tête en la regardant. Un geste minuscule, chargé d'une nuance imperceptible de tristesse, comme si elle savait déjà ce que ce rêve coûterait. Les applaudissements reprirent, plus forts, plus longs. Les élèves riaient, se tapèrent dans le dos. Les parents pleuraient en silence. La cérémonie avançait comme une machine bien huilée, mais quelque chose en coulisses changeait de texture. Daniel voyait la capitaine Moore se lever, s'approcher discrètement du bord de la scène, observer la sortie latérale du gymnase, évaluer les distances, les mouvements, les témoins. Elle n'était plus une invitée. Elle était une opératrice qui venait de trouver une cible, une vérité ou un secret. Daniel sentit son estomac se contracter. Il comprit ce qu'elle s'apprêtait à faire, ce qu'elle devait faire. Elle allait lui parler, pas après la cérémonie, pas dehors, maintenant. Et il n'y aurait aucun moyen d'y échapper. La cérémonie touchait presque à sa fin quand Daniel sentit, plus qu'il ne vit, la capitaine Moore quitter discrètement sa place. Son regard remonta instinctivement vers la scène. Elle contournait le pupitre, longeait la bande de rideau latérale, avançant avec une détermination maîtrisée, celle d'un officier qui s'apprête à franchir une ligne qu'on ne lui a pas explicitement autorisée. Daniel essuya ses mains moites sur son pantalon. Il savait ce qu'elle allait faire. Il savait que ce moment était inévitable dès que son poignet avait glissé hors de sa manche. La principale continua de parler, ignorant tout. Remerciements, félicitations, annonce du buffet. Le gymnase vibrait d'un enthousiasme naïf, mais tout ce que Daniel entendait se réduisait maintenant au claquement lointain de son propre cœur. Moore marcha droit vers lui. Pas vite, pas brusquement, mais avec cette intensité silencieuse qui ne laissait aucun doute, elle venait pour lui, uniquement pour lui. Elle s'arrêta devant sa rangée, quelques parents se turent, gênés. Une élève cessa même de mâcher son chewing-gum. « Daniel Brooks », dit-elle enfin, à voix basse, mais avec une clarté tranchante, il leva les yeux. Elle ne portait plus ce masque de neutralité protocolaire. Son visage était tendu, ses yeux fixés sur lui avec une précision presque douloureuse. « Capitaine », murmura-t-il, parce qu'il fallait dire quelque chose. « Vous allez me dire que je me trompe ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Alors elle continua, chaque mot s'échappant comme un secret qu'elle était fatiguée de porter seule. Black Ridge Pass. Le souffle lui manqua. Ghost 7. Son ventre se contracta. C'était vous, n'est-ce pas ? Le nom,
Ce nom interdit, qu'aucune bouche ne prononçait depuis des années, tomba entre eux comme une pierre qui fend la glace. Daniel inspira lentement, tentant de rester stable. « Vous faites erreur, » répondit-il enfin, très bas. « Non. » Son ton était calme, mais intraitable. « Je vous ai vu ce jour-là, pas votre visage, mais vos yeux. Et aujourd'hui, j'ai vu votre marque. » Il serra son poignet contre son torse, comme s'il pouvait effacer l'encre sous sa peau. « Je ne suis personne, » murmura-t-il. « Non. Vous êtes quelqu'un dont l'armée s'est servie, et qu'elle a laissé disparaître parce que c'était plus pratique. » Plusieurs parents les regardaient maintenant ouvertement. Une femme fronça les sourcils, un homme fit semblant d'être absorbé par la scène. Les élèves, eux, commençaient déjà à s'agiter, prêts à bondir vers le buffet, sans saisir que quelque chose de grave se passait dans un coin de la salle. Daniel baissa les yeux. « Ce n'est pas le moment. »« Alors dites-moi quand » répliqua Moore sans élever la voix. « Jamais. » Un silence tendu s'installa. Elle le regarda longuement, pas avec colère, mais avec une forme de chagrin étonnamment sincère. « J'avais un frère, » dit-elle. Il releva légèrement la tête. Il était dans l'équipe ce jour-là, il n'a pas survécu, mais il est mort en sachant qu'on n'était pas seul, que quelqu'un était venu, et aujourd'hui, je vous retrouve ici, concierge, père, invisible. Vous me devez la vérité. » Il sentit le sol vaciller. Ce n'était pas une accusation, c'était une supplique. « Mes filles sont là, » dit-il simplement. Justement, elles méritent de savoir qui est leur père. Daniel se leva brusquement, trop brusquement, au point que 2 chaises se cognèrent, au point que plusieurs têtes se tournèrent. « Non, » dit-il, « elles ne doivent rien savoir, rien. » Moore fit un pas en avant. Il recula d'un demi-pas. Leur proximité créa un cercle de silence autour d'eux. « Vous croyez que vous pouvez effacer le passé ?» demanda-t-elle. « Le passé m'a déjà pris tout ce qu'il voulait. Je n'ai plus rien à lui donner. Ce tatouage dit le contraire. Ce tatouage est une erreur. Ce tatouage, Daniel, m'a empêché de mourir un jour. Alors vous allez écouter. » Elle avait murmuré, mais sa voix vibrait comme une corde prête à rompre. Il voulut répondre, mais une déferlante d'applaudissements coupa court à tout. La cérémonie venait de se terminer. Les élèves se levaient, acclamant leur propre succès. Les parents s'étiraient, les téléphones s'allumaient, le monde redevenait bruyant, bavard, intrusif. Moore posa alors une main sur son avant-bras. Pas un geste hostile, mais un geste d'autorité douce et implacable. « On va parler, derrière la scène, maintenant. » Il voulut refuser. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Parce qu'il savait que quoi qu'il dise, elle n'abandonnerait pas. Elle n'était pas le genre de personne à tourner le dos à un mystère, encore moins à une dette. Émilie et Anna commençaient à traverser la foule vers lui, diplômes brandis comme des trophées. Il avait 1 seconde, peut-être 2, pour décider, fuir ou affronter. Il regarda ses filles, leur sourire, leur fierté, puis la main de Moore, fermement posée sur son bras. Alors il céda. D'un geste presque imperceptible, il hocha la tête. Moore relâcha sa prise, mais son regard ne dévia pas. « Suivez-moi », dit-elle. Et Daniel comprit que la partie la plus dangereuse de sa vie, celle qu'il croyait derrière lui, venait de commencer. La salle se vida par vagues. Les élèves de Probewa se précipitaient déjà vers les buffets, les parents se bousculaient pour les photos, les professeurs tentèrent de maintenir une pseudo-organisation dans le chaos. Personne ne faisait attention à Daniel Brooks qui traversait la foule derrière la capitaine Moore, la tête légèrement baissée, comme un homme escorté vers quelque chose qu'il avait tenté d'éviter pendant des années. Moore avançait vite, sans brusquerie mais sans hésitation. Elle connaissait ce rythme, celui qu'on adopte lorsqu'on ne veut pas attirer l'attention tout en restant sûr que la personne qu'on emmène ne puisse pas s'échapper. Ils franchirent un rideau en velours qui cachait une porte de service. À l'intérieur, l'air était plus froid, plus sec, un couloir étroit, des murs beige passés, l'odeur familière de papier humide et de poussière d'équipements sportifs. Daniel avait déjà réparé la plupart des lampes du couloir. Il n'aurait jamais imaginé y marcher un jour comme un prisonnier escorté. Au fond, Moore poussa une petite porte métallique. Une salle de stockage. Presque vide aujourd'hui. Des chaises pliantes alignées, une table en plastique, une armoire d'équipement, une pièce banale. Parfaitement banale. Et pourtant, l'atmosphère changea dès qu'ils y entrèrent. Ils n'étaient dit pas seuls.
3 personnes attendaient déjà à l'intérieur. 2 hommes, en civil, mais avec cette posture rigide qu'on ne perd jamais vraiment quand on a servi, et une femme en tailleur sombre, les bras croisés, l'expression si parfaitement neutre qu'elle en devenait agressive. Moore se raidit à leur vue. « Vous êtes sérieux ?» dit-elle en refermant la porte derrière Daniel. La femme en tailleur esquissa un sourire courtois, trop glacé pour être sincère. « Capitaine Moore, nous vous remercions d'avoir facilité la rencontre. Nous avions besoin de lui parler. » Daniel sentit une vague glacée couler le long de sa colonne vertébrale. Il reconnut immédiatement le ton. Pas militaire. Pire. Administratif, de ceux qui peuvent effacer des noms, des dossiers, des existences. « Je n'ai rien facilité du tout, » répondit Moore sèchement. Les 2 hommes en civil restaient silencieux. Observateurs. On lisait dans leurs regards ce mélange de jugement et de mesures qu'on réserve aux personnes qu'on a déjà classées dans une case sensible. La femme en tailleur se tourna vers Daniel. « Monsieur Brooks ? Ou devrais-je dire… » « Brooks, coupa-t-il. C'est Brooks. » Un silence sceptique suivit. « Très bien, » dit-elle. « Dans ce cas, parlons de ce qui s'est passé tout à l'heure. La capitaine a cru reconnaître un insigne qui, officiellement, n'a jamais existé. Et nous voulons nous assurer que… » « Je n'ai rien à vous dire, » la coupa-t-il. Elle marqua un léger temps. Ce n'était pas une réaction qu'elle attendait. « Comprenez-nous » reprit-elle avec une fausse douceur. « Nous voulons protéger tout le monde ici. Vous, vos filles, notre institution. » Moore fit un pas en avant, son regard lançant des étincelles. « Protéger ? Vous appelez ça protéger ?» Elle désigna Daniel du doigt. « Vous avez laissé cet homme disparaître sans honneur, sans reconnaissance, sans suivi psychologique. Vous avez enterré son dossier comme on enterre un débris encombrant. Et maintenant qu'il refait surface, par hasard, vous voulez contrôler le récit ?» Les 2 civils échangèrent un regard crispé. La femme en tailleur garda son sourire professionnel. « Capitaine Moore, votre avis n'a pas été sollicité. »« Mon avis ?» répéta Moore incrédule. « Ce n'est pas un avis, c'est la vérité. Et si quelqu'un ici mérite de parler, c'est lui, pas vous. » Elle se tourna brusquement vers Daniel. « Dites-leur ce que vous m'avez dit. Dites-leur que vous ne voulez plus être utilisé, que vous n'êtes plus à leur service. » Daniel la fixa, déstabilisée. Elle se battait pour lui. Il ne comprenait même pas pourquoi. La femme en tailleur secoua lentement la tête, comme face à une enfant capricieuse. « Monsieur Brooks, nous voulons simplement vous rassurer. Aucun élément de votre passé ne sera évoqué publiquement. Vos filles ne seront pas inquiétées. Votre tranquillité ici est garantie, tant que nous savons que… » « Que quoi ?» l'interrompit Daniel. Sa voix n'était pas forte, elle était usée jusqu'à l'os. « Tant que je reste silencieux, tant que je fais comme si je n'avais jamais existé… » Moore inspira brusquement, ému malgré elle. Les civils semblaient, pour la première fois, légèrement inconfortables. « Vous ne comprenez pas ?» insista la femme. « Ce n'est pas contre vous, c'est une précaution. » Daniel haussa légèrement les épaules. « J'ai vécu 18 ans ici sans que personne ne sache. Ça vous allait très bien. Pourquoi ce serait différent maintenant ?» Elle pinça les lèvres. « Parce qu'une capitaine des Marines vous a reconnu devant 70 témoins. » Moore tapa du poing sur la table, assez fort pour faire vibrer les pieds métalliques. « Parce que vous refusez d'admettre que vous l'avez sacrifié. Vous voulez qu'il porte encore votre silence, qu'il vive comme un fantôme. » Elle se tourna à nouveau vers Daniel. « Vous n'avez plus rien à cacher. Laissez-les s'expliquer. Laissez-les avouer qu'ils vous ont abandonné. » Daniel la fixa longtemps, trop longtemps, au point que la femme en tailleur se racla la gorge. « Monsieur Brooks, nous pouvons éviter un rapport. Nous pouvons éviter une enquête. Tout ce que nous demandons, c'est une confirmation. Une simple phrase. Que vous n'êtes pas… » Elle hésita, comme si prononcer le nom était interdit. « Ce que la capitaine croit avoir vu. » Daniel baissa la tête, ferma les yeux, respira profondément, puis releva le regard. « Je suis un père, rien de plus. » Il fit un pas vers la porte. « Et je veux que ça reste comme ça. » La femme ne bougea pas. Les civils échangèrent un signe. Moore, elle, sourit. Pas un sourire joyeux, un sourire de victoire silencieuse, parce qu'elle avait compris ce que les autres n'avaient pas saisi. Ce refus-là, ce n'était pas une fuite. C'était la première fois depuis 18 ans que Daniel Brooks décidait quelque chose pour lui-même. Un coup sec frappa la porte, puis un deuxième, plus pressé.
Papa, tu es là ?» La voix d'Anna. Daniel sentit son estomac se tordre. Il jeta un regard affolé vers Moore. La femme en tailleur leva une main sèche. Personne n'entre. Mais le troisième coup résonna plus fort, accompagné d'une autre voix. « Papa, ouvre, on t'a vu partir, on comprend rien. » Émilie. Moore ne supporta qu'une seconde de plus. Elle contourna les civils, posa la main sur la poignée et ouvrit malgré leurs protestations. Les jumelles déboulèrent dans la pièce comme deux rafales de vent inquiets. Leurs regards allèrent d'un visage à l'autre, s'arrêtant enfin sur leur père, figé au milieu d'étrangers. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Émilie, la voix déjà serrée. Daniel voulut sourire, rassurer, mais la tension autour de lui trahissait tout. Anna fronça les sourcils, repéra Moore, puis la femme en tailleur. « Pourquoi vous l'avez entraîné ici ?» demanda-t-elle, sèche comme du verre. La femme en tailleur s'avança d'un pas mesuré. « Mesdemoiselles, votre père est en sécurité. Il y a eu un malentendu et nous devons clarifier. »« Non, » coupa Moore, « ce n'est pas un malentendu. » Elle regarda les deux adolescentes comme si elle s'adressait enfin aux seules personnes qui comptaient ici. « Votre père n'est pas seulement concierge, il a servi, et pas dans une unité ordinaire. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent. Émilie se tourna vers Daniel. « C'est vrai ?» Il voulut répondre, mais la femme en tailleur coupa court. « Cette conversation n'est pas appropriée pour... Elles ont le droit de savoir, » répliqua Moore sans détour. Les civils échangèrent des regards crispés. Anna fit un pas en avant, défiant, malgré sa robe de diplômée. « Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous le traitez comme un criminel. » Daniel secoua la tête. « Non, Anna, ce n'est pas ça, je... » Mais Moore parla avant lui, d'une voix basse, presque trop calme. « Votre père a appartenu à une unité d'intervention secrète, une unité qui n'a pas de nom officiel, une unité qu'on appelle seulement quand l'échec signifierait un massacre. » Elle se tourna vers Daniel, puis vers les filles. « Il nous a sauvés, moi, mon équipe. Il a tenu seul une ligne que 10 hommes n'auraient pas pu tenir. » Un silence lourd tomba, les jumelles le regardant maintenant comme si elles découvraient un inconnu ou un héros. Daniel ferma les yeux, pris entre honte et épuisement. « Papa, pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?» chuchota Émilie. Il inspira, cherchant les mots. « Parce que je voulais que vous viviez sans ça, sans les images, sans la peur, sans l'idée que votre père appartenait à quelque chose qui tue, puis disparaît. Je ne voulais pas que mon passé devienne votre avenir. » Anna secoua la tête, incompréhensible, mais on aurait voulu savoir qui tu es vraiment. La femme en tailleur s'avança. « Mesdemoiselles, peu importe ce qui est vrai ou non, il est essentiel que rien ne sorte de cette pièce, pour votre sécurité. » Anna éclata. « Arrêtez de parler de sécurité, nous ne sommes pas stupides. Si vous avez peur de ce qu'il représente, dites-le clairement. » La femme resta muette. Émilie se plaça instinctivement entre Daniel et les civils, un geste protecteur que lui-même avait toujours fait pour elle. « Papa n'est pas dangereux, dit-elle. Vous êtes juste venu parce que vous ne voulez pas que quelqu'un admette qu'il a existé. » Moore esquissa un sourire discret, un sourire fatigué, mais fier. « Elles comprennent vite, » remarqua-t-elle. Les civils, dépassés, ne savaient plus comment reprendre le contrôle. Alors Moore fit face à Daniel. « Vous n'avez plus besoin de les protéger de votre vérité. » Elle désigna les jumelles. « Elles sont déjà plus fortes que vous ne le pensez. » Daniel les regarda, leurs yeux brillants, leurs mâchoires de serrées, leurs mains qui refusaient de trembler. Deux jeunes femmes qui venaient de voir leur père autrement. Pas comme un concierge, pas comme un secret, comme quelqu'un de réel, comme quelqu'un qui avait payé un prix. Émilie parla la première. « Papa, tu n'es pas un fantôme, pas pour nous. » Et Hannah ajouta doucement, avec une détermination nouvelle. « Et si un jour j'entre dans les Marines, ce sera pour des raisons différentes maintenant, pas pour fuir quelque chose, pour réparer. » Daniel sentit quelque chose fondre en lui, une armure vieille de 18 ans. Moore, silencieuse, constata la scène avec un respect presque douloureux. Les civils, eux, restaient impuissants, parce qu'il n'y avait plus rien à effacer. La vérité était debout. Et elle avait 18 ans, en robe de diplômée, prête à se battre pour son père. La tension dans la salle de stockage avait changé de nature. Au début, elle était froide, administrative, calculée. Maintenant, elle vibrait d'une énergie plus brute, celle d'une confrontation que plus personne ne pouvait éviter.
Émilie et Anna se tenaient près de leur père comme deux piliers. Moore restait légèrement en avant, prête à s'interposer. Les trois civils, débordés par la tournure des événements, tentèrent de récupérer un semblant d'autorité. La femme en tailleur prit enfin la parole, avec une voix presque tremblante malgré son masque professionnel. Nous comprenons l'émotion du moment, mais ce n'est pas une scène pour des revendications personnelles. Moore tourna lentement la tête vers elle. Des revendications personnelles? Vous venez d'enfermer un père dans une pièce, le pressant de renier son propre passé devant ses enfants. Et vous osez parler de revendications? Le civil le plus âgé fit un pas en avant, main levée en signe d'apaisement. Capitaine Moore, nous sommes ici pour prévenir des complications diplomatiques. Monsieur Brooks doit simplement confirmer. Confirmer quoi? Coupa Moore. Elle désigna Daniel d'un geste précis. Qu'il n'a jamais existé, que l'opération où il nous a sauvés n'a jamais eu lieu, que les morts que j'ai vus ne sont qu'une illusion administrative? L'homme serra les mâchoires. Vous savez comment fonctionnent certaines unités. Vous savez que leur efficacité dépend de l'effacement. Et vous savez, répondit-elle, que l'effacement détruit les hommes qui les composent. Un silence lourd s'abattit. Daniel, jusque-là immobile, leva légèrement la tête. Ses yeux étaient sombres, fatigués, mais calmes. Il n'avait plus peur pour lui, seulement pour ses filles. Anna s'avança d'un pas. Vous croyez protéger l'armée en effaçant les gens? Vous croyez qu'on respecte une institution qui considère des soldats comme des pièces interchangeables? Le civil la fixa, surpris par la maturité tranchante de sa voix. La sécurité nationale est plus complexe que... Non, l'interrompit-elle. La sécurité nationale n'est pas une excuse pour traiter quelqu'un comme un code-barre. Émilie glissa une main sur le bras de sa sœur, mais ne tenta pas de la retenir. Elle-même lança un regard direct vers la femme en tailleur. « Vous pensez pouvoir nous faire peur ?» Elle secoua la tête. « Mais on vit avec lui. On sait ce que c'est, la peur. Et ce n'est pas vous. » Les civils échangèrent un bref regard. Deux adolescentes venaient de reprendre un terrain qu'ils croyaient verrouillé. Moore avança encore d'un pas, son ombre tombant entre les filles et les représentants officiels. « Je vais être très claire, dit-elle. Vous n'aurez pas son silence aujourd'hui, et vous n'allez pas intimider ses filles. Et si vous tentez encore de lui faire dire ce qu'il doit être ou non, je déposerai un rapport détaillé, pas sur lui, sur vous. » La femme en tailleur pâlit légèrement. « Capitaine Moore, vous êtes en train de franchir une limite hiérarchique. »« Et vous ?» répondit Moore sèchement. « Vous avez franchi la limite humaine il y a 10 minutes. » Le plus jeune des civils tenta l'apaisement. « Personne ne veut faire de mal à qui que ce soit ici. Nous voulons juste préserver l'équilibre, l'ordre, et... » Daniel l'interrompit, pour la première fois depuis le début avec une voix ferme. « Il n'y a plus d'équilibre quand la seule chose qui compte, c'est le mensonge. » Tous se tournèrent vers lui. Même Moore sembla retenu par la force calme de sa phrase. Daniel inspira profondément. « J'ai passé plus d'années que je peux compter à me convaincre que disparaître était la meilleure solution. Pour moi, pour mes filles, pour ceux que j'avais perdus. » Il jeta un regard vers les jumelles, puis continua. « Mais je ne laisserai plus personne me contraindre à me taire devant elles. » La femme en tailleur ouvrit la bouche pour répondre, mais Moore la coupa net. « Il a parlé. C'est terminé. » Le silence qui suivit était différent. Pas tendu, pas menaçant. Plutôt un espace que personne ne savait comment remplir. Émilie serra doucement la main de son père. « On n'est pas en danger, hein ?» Daniel se mit à genoux devant elle. Il posa ses mains sur leurs épaules, comme il le faisait lorsqu'elles étaient petites et qu'elles se perdaient dans un supermarché. « Pas tant que je serai là. » Une pause. « Et je suis là. » Hannah renifla, mais ses yeux brûlaient d'une fierté nouvelle. « Tu crois encore qu'on veut d'un père parfait ?» Elle secoua la tête, presque amusée. « On veut juste le vrai. » Les civils semblaient maintenant plus perdus que menaçants. Leur autorité venait de s'effondrer dans un espace où l'humanité avait repris le dessus. Moore inspira profondément et se tourna vers la femme en tailleur. « Vous allez nous laisser sortir. Ce n'est pas si simple. » « Si, exactement si simple. » Elle fit un signe de tête à Daniel, puis aux filles. « Cette famille sort en premier. Vous réglerez vos rapports après. » Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis, lentement, les civils reculèrent. Un pas, puis deux. La voix était libre. Anna murmura « Papa,
On s'en va » Daniel se redressa. Il prit leurs mains dans les siennes. « Oui. » Il regarda Moore. Elle acquiesça. Et ce fut elle, officier, témoin, survivante, qui ouvrit la porte de sortie, comme on ouvre un passage vers un avenir qu'on refuse enfin de fuir. La lumière du couloir semblait plus douce qu'auparavant, comme si la tension derrière la porte avait laissé une marque visible dans l'air. Daniel avançait entre Anna et Émilie, leurs mains frôlant ses manches, comme pour vérifier qu'il était bien là, entier. Moore suivait à quelques pas, silencieuse, attentive à tout. Les civils étaient restés dans la salle, incapables de poursuivre une bataille qu'ils avaient déjà perdue. La vérité n'avait pas été révélée, pas officiellement, mais elle n'était plus enfermée non plus. Dans le gymnase, la cérémonie touchait à sa fin. Des groupes d'élèves prenaient des photos, des parents riaient, les décorations commençaient déjà à se décoller des murs. Pourtant, lorsque Daniel entra, plusieurs silhouettes se tournèrent vers lui. Pas avec jugement, avec surprise. Peut-être même du respect. Les jumelles sourirent brièvement, encore exaltées par ce qui venait de se passer. Émilie tira légèrement la manche de son père. « On dirait que tout le monde nous regarde. »« Laisse-les, » répondit-il doucement. Pour la première fois, sa voix ne tremblait pas. Il n'avait plus besoin de se faire petit, plus besoin de disparaître dans les recoins sombres des couloirs. Moore s'approcha, ses épaules moins raides qu'avant. « Vous allez rentrer ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Daniel. « Je pense que la journée a été assez longue. » Anna hocha la tête, mais une lueur brilla dans ses yeux. « Capitaine, merci, et pas seulement pour ce que vous avez dit, pour ne pas avoir eu peur de lui. » Moore resta un moment silencieuse avant de répondre. « On reconnaît un soldat quand on en voit un, peu importe ce que disent les dossiers. » Puis elle se retourna vers Daniel. « Je ne prétends pas connaître votre vie, mais je vous promets ceci. Si un jour quelqu'un tente encore d'effacer ce que vous avez accompli, je ne serai plus seul à me battre contre lui. » Daniel ne répondit pas. Il se contenta d'incliner légèrement la tête. C'était plus qu'un merci. C'était la reconnaissance d'une dette invisible. Ils quittèrent le gymnase. Le soleil descendait lentement derrière les toits du lycée. Une brise tiède traversait le parking, faisant onduler les robes de cérémonie encore portées par quelques élèves tardifs. Anna marchait d'un pas décidé. Émilie observait son père, comme si elle redessinait mentalement l'homme qu'elle croyait connaître. Daniel, lui, respirait profondément, comme si l'air avait un goût nouveau. « Papa, » dit Émilie soudain, « tu n'as jamais eu besoin d'être un héros pour nous. »« Peut-être pas, » répondit Daniel, « mais j'avais besoin d'être un père. » Anna ralentit, attrapa son autre main. « Tu l'es. Et aujourd'hui, tu l'es encore plus. » Ils traversèrent le parking jusqu'à la vieille voiture de Daniel. Elle semblait petite, fatiguée, hors d'âge à côté des véhicules brillants autour. Mais pour les jumelles, elle était simplement le point de départ. Le premier endroit où leur père venait de redevenir lui-même. Daniel posa sa main sur la portière, hésitant. Pas par peur, par prise de conscience. Il avait passé 18 ans à effacer chaque trace de son passé. Aujourd'hui, ses filles l'avaient ramené à la surface en une seule phrase. Il ouvrit la portière. Émilie s'approcha. « Tu vas bien ?»« Je vais mieux que ce matin, » répondit-il. Tous deux trois montèrent dans la voiture. Avant de démarrer, Daniel resta un moment immobile, les doigts sur le volant. Il ne pensait pas à l'unité, aux ordres, aux missions qu'il ne mentionnerait jamais. Il pensait à deux visages éclairés par le soleil couchant qui n'avaient pas baissé les yeux devant 3 agents de l'armée. Il pensa aussi à Moore, resté derrière eux dans le gymnase, comme une sentinelle silencieuse. Il démarra. Le soir, de retour chez eux, ils s'assirent autour de la petite table de la cuisine. Les jumelles avaient encore leur diplôme près d'elles. Daniel les observait, essayant de graver ce moment dans sa mémoire. « Vous savez, » commença-t-il, « je ne voulais pas que mon passé devienne votre avenir. » Anna sourit doucement. « C'est à nous d'en décider, pas à eux, pas à ton silence non plus. » Émilie ajouta. « Et maintenant, on peut décider avec toi, pas sans toi. » Daniel inspira lentement. Les mots simples, sincères, tombaient comme des pièces de puzzle à leur place. Ce n'était pas une victoire, pas une transformation miraculeuse, juste une vérité nouvelle entre eux. Le lendemain, Daniel arriva au lycée plus tôt que d'habitude. Les couloirs étaient encore vides, la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, dessinant de longues bandes sur le sol. Il prit son balai comme toujours, mais aujourd'hui, ses gestes étaient différents. Il ne se cachait plus dans l'ombre. Il avançait au centre du couloir, le pas ferme.
Un professeur passa devant lui, le saluant brièvement. « Bonjour, Daniel !» Il répondit sans détourner le regard. « Bonjour !» Le professeur remarqua enfin le tatouage discret sous sa manche relevée. Sobre, ancien, presque effacé par les années, mais réel. « Je ne l'avais jamais vu ?» dit-il simplement. « Moi non plus », répondit Daniel. Il continua son chemin. Pour la première fois depuis longtemps, il ne marchait plus comme un homme qui cherche à être oublié. Il marchait comme quelqu'un qui, enfin, avait cessé de s'effacer.